Il suffit parfois d'un instant pour tout faire basculer. Un regard, un arrêt de bus. 3 enfants qui jouent avec les mêmes yeux que les vôtres. David Chen, entrepreneur à succès, pensait avoir tout compris à la vie, le travail, la discipline, la réussite. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'un secret vieux de 5 ans s'apprêtait à le frapper de plein fouet. Ce n'est pas juste une histoire de trahison, c'est une histoire de paternité volée, de manipulation invisible, de mensonges savamment orchestrés, et surtout de résilience, de justice et de vérité, qui finit toujours par remonter à la surface. Ce récit poignant et puissant nous rappelle que la plus belle revanche, ce n'est pas d'écraser ses ennemis, c'est de reconstruire ce qu'ils ont voulu détruire en mieux. La vie de David Chen s'arrêta net, figée comme une vidéo qu'on met en pause sans prévenir. Il venait de la voir, Keisha, assise à cet arrêt de bus délabré, là, de l'autre côté de la rue. Ce n'était pas elle seule qui l'avait paralysée. Non, ce furent les 3 petits garçons qui jouaient autour d'elle. 3 enfants avec les mêmes yeux verts que ceux qu'il croisait chaque matin dans le miroir. 3 visages presque identiques aux siens, comme des échos du passé revenus trop tard. 5 ans, 5 années s'étaient écoulées depuis que Keisha avait disparu, coupant tout contact du jour au lendemain. Plus de messages, plus d'appels. Elle avait bloqué son numéro, changé d'adresse, effacé son existence de la sienne. À l'époque, David survivait tant bien que mal dans un petit appartement à peine chauffé, brûlant ses nuits sur son ordinateur pour sauver sa start-up. Il mangeait des nouilles instantanées, buvait du café bon marché et rêvait d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, à 32 ans, il était devenu PDG d'une entreprise technologique valorisée à plus de 200 millions de dollars, avec des bureaux répartis dans 3 pays. Mais à cet instant, tout ce succès s'effaça comme un coup de chiffon sur un écran sale. Rien ne comptait plus. Rien. Parce que là, à cet arrêt de bus décrépit, 3 enfants. Ces enfants riaient sans savoir qu'ils venaient de faire voler en éclats le monde d'un homme. Impossible, murmura-t-il, le souffle court. Sans réfléchir, il freina brutalement et gara sa Mercedes en travers de la route, au beau milieu de la circulation. Les klaxons fusèrent, les jurons pleuvaient autour de lui, mais il n'entendait rien. Il ne voyait que leurs gestes familiers, cette façon de pencher la tête quand il s'interrogeait, ce petit tic au coin de la bouche quand il souriait les siens. L'un d'eux avait même une cicatrice sur le menton, à l'exact endroit où David s'était blessé à 6 ans en tombant de vélo. Keisha, elle, avait changé. Elle semblait plus fine, plus fatiguée. Ses vêtements étaient simples, usés. Son téléphone était fendu en 2 coins. Rien à voir avec la jeune femme qu'il avait connue, habillée de robes qu'il lui offrait et qu'elle portait avec une élégance naturelle. Elle comptait des pièces de monnaie dans le creux de sa main pendant qu'un des garçons essayait de l'aider à vérifier si c'était suffisant pour le bus. David sentit un serrement brutal dans la poitrine, comme si on lui avait arraché le cœur pour le piétiner. Lui qui possédait plusieurs voitures de luxe et dînait dans des restaurants étoilés, assistait impuissant à ses propres enfants comptant des centimes pour un ticket de bus. David traversa la rue comme un homme hypnotisé, frôlant de peu un taxi qui freina à la dernière seconde. Il n'entendit pas les cris du chauffeur, ni les klaxons frénétiques autour de lui. Ses yeux étaient rivés sur elle. Sur eux, Keisha leva enfin la tête de son téléphone. Le regard qu'elle lui lança figea le temps 1 seconde. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle s'interrompit, et ses bras se tendirent instinctivement pour rapprocher les enfants d'elle, comme une lionne protégeant ses petits. La tension était palpable. L'air entre eux semblait chargé d'électricité et de souvenirs brisés. Keisha, sa voix rauque brisée, portait le poids de 5 années d'ignorance, de colère, de chagrin. Elle balbutia, incapable de cacher sa surprise. David, Joe. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle rangeait son téléphone dans un sac élimé. Elle tenta de garder contenance, mais l'émotion perçait à chaque mouvement. « Ce sont mes enfants » souffla-t-elle finalement. Ce n'était pas une réponse, c'était une évidence, une confirmation inutile. L'un des petits garçons s'avança, un peu plus curieux que les autres. « Maman, c'est qui ce monsieur » demanda-t-il d'une voix douce, presque trop posée pour un enfant. David sentit l'air se vider de ses poumons. La voix du garçon, cette inflexion, même le léger mouvement de la tête en posant la question, c'était lui, tout en lui. Il ne pouvait plus douter. « Ils ont 5 ans, n'est-ce pas » demanda David, la gorge serrée, le cerveau calculant malgré lui. « Tu étais enceinte quand tu as disparu, quand tu as coupé tout contact. » Keisha ferma les yeux un instant. Une brève hésitation, un combat intérieur visible sur ses traits. Quand elle les rouvrit, une tristesse profonde, mêlée de remords, assombrit son regard. « Ce n'est ni le lieu ni le moment, David, » dit-elle doucement. Mais David, lui, ne pouvait plus se contenir. 5 ans, gronda-t-il un peu trop fort, faisant se retourner quelques passants. 5 années de leur vie, de ma vie, tu me les as volées. L'un des enfants se cacha derrière sa mère, effrayé. David respira profondément, tentant de contenir la rage sourde qui l'envahissait. Il reprit, plus calme mais tout aussi dévasté. « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir effacé ?» Keisha se leva brusquement, serrant les mains de ses enfants. « Tu ne peux pas comprendre. J'ai essayé, j'ai voulu te parler. Mais quoi ?» La colère refaisait surface malgré lui. « Tu t'es enfui comme une lâche. Tu m'as effacé comme si je n'avais jamais existé. »
Au loin, le bus approchait. Kesha regarda nerveusement autour d'elle, comme si elle craignait d'être observée. L'un des garçons lui montra une poignée de pièces froissées. « Maman, on a assez pour nous trois !» David sentit sa poitrine se serrer. Ses enfants vivaient au rythme des pièces jaunes, alors qu'il possédait des cartes bancaires sans plafond. Il fit un pas vers elle, tendit la main. « Kesha, attends !» Elle se recula vivement, le regard paniqué. « Je ne pouvais pas tout faire, David. Travailler, élever 3 enfants, et répondre à l'attention constante que tu exigeais. » Elle jeta un regard derrière elle, comme si un danger rôdait. Il y avait des gens qui ne voulaient pas que tu saches, des gens qui avaient beaucoup à perdre si tu découvrais la vérité. « Quels gens? Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria David, ébranlé. Mais elle poussait déjà les enfants dans le bus qui venait d'ouvrir ses portes. « Je ne peux pas en parler ici, ce n'est pas sûr. » Et avant qu'il ne puisse réagir, les portes se refermèrent. Le bus s'éloigna. Avec elle, avec eux, David resta immobile sur le trottoir. Vide. L'homme d'affaires impitoyable. Le self-made man millionnaire. L'immigrant devenu CEO adulé. À cet instant, il n'était plus rien. Seulement un père à qui on avait volé 5 ans. Mais il le savait maintenant. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait délibérément effacé sa paternité. Et cette personne allait payer. Dans les 72 heures qui suivirent, David ne dormit presque pas. Il fouilla Internet comme un homme obsédé, cherchant des traces de Kesha, des enfants, la vérité. Il contacta d'anciens amis, surveilla les profils sociaux, utilisa ses ressources comme s'il montait un rachat d'entreprise. Et ce qu'il découvrit le laissa plus bouleversé encore. Kesha travaillait comme assistante administrative dans une petite société de comptabilité. Elle gagnait à peine de quoi nourrir 3 enfants. Elle vivait dans un modeste appartement de banlieue, loin des quartiers huppés où ils vivaient autrefois leur week-end doré. Mais ce n'était pas ça qui le glaça. Sur toutes les photos qu'il trouva sur ses réseaux sociaux, aucune ne montrait les visages des enfants de face, toujours en profil ou partiellement masqués, comme si elle tentait délibérément de les cacher de quelqu'un. Puis David tomba sur l'indice qui fit exploser son calme apparent. Kesha était mariée. Son époux s'appelait Brandon Mitchell, avocat d'affaires dans un prestigieux cabinet, Mitchell & Associés. Sur les réseaux de Brandon, les publications abondaient. Dîners gastronomiques, vacances de rêve, fêtes de Noël, et dans chaque image, les 3 garçons, présentés comme ses enfants à lui. Les commentaires, « Quelle magnifique famille! Ces enfants ont de la chance d'avoir un père comme toi. Un vrai modèle pour notre communauté. » David sentit une rage glacée, lui remonter le long de la colonne vertébrale. Un autre homme récoltait les fruits de sa paternité. Il vivait entouré de ses enfants, profitant de leur image pour bâtir sa propre notoriété. Il portait le costume de l'homme modèle, sur le dos de mensonges. David passa à l'offensive. Grâce à ses contacts dans les milieux d'affaires, il découvrit vite que la famille Mitchell était influente. Très influente. Le père de Brandon, Robert Mitchell Sr., était un ponte du barreau, avec des connexions politiques jusqu'au Sénat de l'État. Le mercredi soir, David engagea un détective privé réputé, ancien agent de renseignement, et le vendredi, il tenait dans ses mains un dossier explosif. Brandon Mitchell avait rencontré Kesha, alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Il lui avait fait croire que David ne serait jamais un bon père, trop instable, trop ambitieux, trop pauvre. En échange de stabilité financière, il lui avait demandé de ne jamais révéler l'identité du père biologique. Le détective avait même réussi à obtenir des captures de messages envoyés entre Kesha et sa sœur. Elle y écrivait sa peur. S'il découvre les enfants, il voudra les prendre. Brandon m'a promis que ça n'arriverait pas, tant que je garde le secret. Mais le pire, ce fut la révélation finale. Brandon savait exactement qui était David. Il avait fait des recherches dès le début. Il savait qu'il s'agissait d'un entrepreneur en pleine ascension, avec un passé difficile mais une ambition redoutable. Et malgré ça, il avait délibérément gardé le silence, construit son mensonge, et se présentait aujourd'hui comme le sauveur de cette famille qu'il avait volée. Dans des emails interceptés, Brandon se vantait auprès d'amis. Elle était enceinte d'un égoïste sans avenir. Je suis arrivé au bon moment. Je lui ai sauvé la vie. David resta longtemps seul dans son bureau, à lire et relire ses documents. Puis il leva les yeux vers la baie vitrée de son penthouse, d'où l'on voyait toute la ville. Et il murmura, les dents serrées. Tu t'es attaqué au mauvais homme, Brandon. David savait désormais ce qu'il avait à faire, et il savait à qui s'adresser. Il contacta Rebecca Santos, une avocate de renom spécialisée en droit de la famille et en affaires de paternité dissimulée. Elle était redoutée dans les tribunaux pour sa ténacité contre les hommes qui utilisaient le pouvoir et l'argent pour manipuler les mères et effacer les pères biologiques de l'équation. Dès qu'elle examina les éléments réunis par David, elle fut choquée. C'est pire que tout ce que j'ai vu, David. Ce n'est pas seulement un cas d'identité dissimulée, c'est une architecture complète de coercition, de contrôle psychologique et de falsification sociale. Elle étala devant lui une série de preuves accablantes. Brandon Mitchell contrôlait chaque centime de Kesha. Pas de compte bancaire à son nom, pas de carte de crédit. Même l'argent pour les enfants passait par lui. Puis elle montra des emails internes, où Brandon écrivait à un collègue. Une femme avec 3 gosses ne pourra jamais s'en sortir seule. Tant qu'elle dépend de moi, elle est à moi. David sentit une colère glacée le traverser. Brandon n'avait pas seulement usurpé son rôle de père,
Il avait transformé Keisha en prisonnière dorée, exploitant les enfants comme monnaie d'échange. Et ce n'était pas tout. Rebecca découvrit que Brandon avait profité de cette image de famille admirable pour gravir les échelons. Il avait décroché un siège au conseil d'administration d'une fondation pour les familles défavorisées, grâce à sa générosité envers 3 enfants abandonnés qu'il avait adoptés. David ne put s'empêcher de rire. Un rire amer, tranchant. Brandon avait construit un empire de respectabilité sur le vol d'une paternité. Mais ce que Rebecca trouva ensuite fit basculer l'affaire dans le territoire du sinistre. Brandon avait souscrit 3 polices d'assurance vie, chacune de 500 000 $ sur les 3 enfants. Le seul bénéficiaire désigné, lui. Ses enfants sont en parfaite santé, dit Rebecca, choquée. Aucune justification à ces montants. Il n'a même pas le droit légal de contracter de telles polices. Il n'est pas leur père biologique ni leur tuteur légal officiel. Pire encore, il avait consulté des avocats pour préparer une procédure d'adoption complète, fondée sur l'instabilité mentale du père biologique. Dans son historique de navigation, comment prouver l'instabilité émotionnelle d'un ancien partenaire, rassembler des preuves comportementales contre le père biologique. Procédure pour faire reconnaître un père comme dangereux. David sentit un frisson le parcourir. Brandon ne voulait pas seulement le remplacer, il voulait l'effacer définitivement. Et les assurances, étaient-elles là par simple avidité, ou en cas de disparition soudaine des enfants? Rebecca le regarda droit dans les yeux. On doit agir vite, mais on doit être plus malin que lui. S'il comprend qu'on sait, il pourrait accélérer ses plans. David hocha la tête. Il venait de prendre la décision la plus froide et la plus claire de sa vie. Il n'allait pas simplement attaquer Brandon. Il allait le démolir, brique par brique, en silence, en public, en justice. Plutôt que de réagir à chaud, David décida de faire ce qu'il savait faire de mieux. Observer, analyser et frapper au moment parfait. Pas comme un homme blessé, mais comme un stratège. La première étape fut d'investir. Discrètement, il fit un don anonyme de 100 000 $ à la Fondation pour les familles nécessiteuses, là où Brandon Mitchell siégeait au conseil d'administration. Ce généreux don lui ouvrit immédiatement l'accès aux événements privés, aux dîners caritatifs, aux conférences fermées, tout ce qu'il lui fallait pour surveiller son ennemi de près. Et Brandon, il n'avait aucune idée que l'homme assis 2 rangées derrière lui aux soirées de gala était le père biologique des enfants qu'il exposait fièrement. David, de son côté, filmait tout, chaque discours, chaque selfie mis en scène avec les enfants, chaque mot prononcé où Brandon se présentait comme le héros qui avait sauvé une mère abandonnée et élevé des enfants qui n'étaient pas les siens. Le plus ironique, Brandon y croyait. Il croyait à sa propre légende. Il pleurait même sur scène, évoquant le jour où ses 3 petits garçons m'ont appelé papa pour la première fois. David souriait en silence. Il notait, il archivait. Puis il lança la seconde phase de son plan. Le dossier numérique. Grâce à son équipe en cybersécurité, David monta un dossier complet, regroupant tous les emails compromettants de Brandon, les preuves d'assurance frauduleuse, les manipulations psychologiques sur Keisha, les comptes bancaires contrôlés, les photos de mise en scène, les recherches juridiques suspectes, et enfin, une analyse ADN confirmant que David était bien le père biologique des 3 garçons. Le dossier s'appelait sobrement « 5 ans de mensonges », et il n'était pas destiné à une seule personne. Non, David l'envoya simultanément à l'Os Association du barreau, qui avait récemment remis à Brandon un prix d'éthique, la fondation où Brandon avait bâti sa réputation de philanthrope, et surtout à Marcus Reed, un journaliste d'investigation redouté, spécialisé dans les affaires de corruption familiale et d'abus de pouvoir. Puis il s'assit, dans le calme absolu de son bureau de verre. Il attendit le fracas. Le soir du grand gala annuel de la Fondation pour les familles nécessiteuses, la salle était comble. Les élites de la ville, avocats, juges, hommes politiques, journalistes, sirotaient du champagne dans une atmosphère faussement chaleureuse. Tout le monde attendait le discours de Brandon Mitchell, annoncé comme le moment fort de la soirée. Parmi les convives, un homme discret, élégant, calme, était assis à la 3e rangée. C'était David Chen. Costume sombre, sourire à peine esquissé. Il ne tremblait pas. Il n'avait même pas besoin d'applaudir. Il savait exactement ce qui allait se passer. Quelques minutes avant la prise de parole de Brandon, les téléphones commencèrent à vibrer. Le dossier 5 ans de mensonges venait d'être envoyé à plus de 40 journalistes, aux membres du conseil de la Fondation, et à plusieurs influenceurs du barreau. Le premier à appeler fut Robert Mitchell Sr., le père de Brandon. Il criait déjà dans le combiné. « Brandon, qu'est-ce que tu as fait ? Des journalistes m'appellent à propos de fausses déclarations, de paternité dissimulée. » Brandon balbutia. Mais un second appel arriva immédiatement. Son associé principal au cabinet d'avocats, « Il faut que tu viennes au bureau maintenant. Les preuves sont accablantes. » Des emails, Brandon. Des emails où tu te vantes d'avoir volé la place du père biologique. On les a tous. Brandon ouvrit son téléphone. Objet. 5 ANES de mensonges. Dossier complet. Il ouvrit l'email. Et là, tout son univers s'écroula. Chaque document, chaque message, la preuve ADN, les contrats d'assurance, les emails à ses collègues, les recherches juridiques suspectes, les enregistrements audio, les photos de profil tronqués et la chronologie détaillée des 5 années de manipulation. Il leva les yeux. La présentatrice sur scène venait de prononcer son nom. « Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement un homme qui incarne les valeurs de notre fondation, M. Brandon Mitchell. » Il monta sur scène. Ses jambes tremblaient, ses tempes pulsaient, les téléphones continuaient de vibrer dans la salle, des regards se levaient, des sourcils se fronçaient.
Puis une silhouette se leva du fond de la salle. C'était Marcus Reed, le journaliste d'investigation. « Me Mitchell, pouvez-vous confirmer si vous êtes bien le père biologique des 3 enfants que vous présentez comme les vôtres ?» demanda-t-il, voix haute et claire. Un silence brutal s'abattit sur la salle. Brandon tenta de parler. Aucun son ne sortit. Parce que, après vérification, il semblerait que vous avez dissimulé volontairement le père biologique, tout en utilisant les enfants pour asseoir votre réputation professionnelle et sociale. Des documents internes, des emails, des messages compromettants, un test ADN, tout est là, monsieur Mitchell. Nous avons aussi trouvé des polices d'assurance douteuses, sur des enfants qui ne sont même pas légalement les vôtres. Les visages dans la salle se figèrent. La présidente de la fondation s'approcha discrètement, lui soufflant à l'oreille. « Brandon, c'est fini. Tu es viré du conseil, immédiatement. » Il descendit de scène comme un fantôme. Dans la foule, David se leva discrètement et sortit, sans que personne ne le remarque. Il n'était pas là pour savourer la ruine de Brandon. Il était là pour lui retirer ce qu'il n'aurait jamais dû voler. 2 heures après l'effondrement public de Brandon Mitchell, David Chen se tenait devant une porte d'appartement modeste, un bouquet de pivoine à la main. Ses doigts tremblaient, pas à cause de la peur, mais à cause du poids des 5 années perdues, et de tout ce qui restait à rattraper. La porte s'ouvrit lentement. Kesha apparut, les yeux rouges, le visage fatigué, mais droit. « Tu as vu ce qui s'est passé » murmura-t-elle. David hocha la tête. « Je n'ai rien dit, je n'ai même pas eu besoin. La vérité s'est dite toute seule. » Elle le regarda, silencieuse. Puis d'un souffle, Brandon a appelé. Il crie. Il a tout perdu. Son poste, sa famille. Il parle de poursuite, mais son propre père l'a renié. Ils sont tous en train de le lâcher. David ne répondit pas tout de suite. Il la regardait, comme on regarde un ancien amour qu'on n'a jamais cessé d'aimer, même après la trahison. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il enfin. Kesha ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. « Je me sens libre. » C'est à cet instant que les 3 petits garçons apparurent dans l'encadrement de la porte. Le plus jeune s'avança, les yeux pleins de curiosité. « Maman nous a dit que t'étais notre vrai papa. C'est vrai ?» David s'agenouilla, lentement à leur hauteur. Il leur sourit. Pas un sourire de façade, un sourire brisé, timide, mais profondément sincère. « Oui, je suis ton papa. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais vraiment faire partie de votre vie. » Ils se regardèrent entre eux, puis l'aîné dit simplement « T'as les mêmes yeux que nous. » Et comme si le destin avait attendu ce moment pour respirer, les 3 enfants se jetèrent dans ses bras. Kesha les regarda, la main sur la bouche, bouleversée. Jamais depuis 5 ans, elle ne les avait vus aussi calmes, aussi apaisés. Le lendemain matin, tous les journaux titraient « Un modèle de vertu démasqué. Brandon Mitchell, avocat en chute libre après avoir usurpé une paternité. » Le véritable père sort de l'ombre. David Chen, entrepreneur à succès, récupère ses droits. La fondation retira son nom de tous les supports. Le cabinet Mitchell & Associés annonça une enquête interne. Et le barreau ouvrit une procédure disciplinaire pour fraude morale et manipulation. Mais David, lui, ne regardait plus les nouvelles. Il passait la journée à aider les enfants à faire un puzzle, à apprendre à faire du vélo, à cuisiner avec eux. Et au lieu d'un bureau en verre, son nouveau siège de direction était une chaise en plastique rouge dans une cuisine pleine de miettes de biscuits. 3 jours après l'effondrement public de Brandon, Rebecca Santos appela David. « C'est officiel. Kesha a signé les documents de garde partagés. Tu es légalement reconnu comme leur père. Brandon a signé les papiers de renoncement parental sous pression de ses avocats. Il a perdu toute autorité légale. » David remercia Rebecca, d'une voix calme. Mais intérieurement, il ressentit une chose qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais offerte, la certitude d'avoir réparé une injustice. Pendant ce temps, Brandon Mitchell, l'étoile montante du barreau, vivait son propre enfer. Déchu, humilié, abandonné. Son père l'avait désavoué publiquement, ses associés avaient rompu tout lien, et même ses anciens amis évitaient son regard. Il avait tout perdu. Sa femme avait demandé le divorce. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages dénonçant sa duplicité. Et la police des assurances s'intéressait de près à ses contrats sur les enfants. Il travailla brièvement comme assistant juridique dans un cabinet minuscule à 2 heures de la ville. Le salaire n'atteignait même pas 1/10 de ce qu'il gagnait autrefois. Et chaque jour, quand il croisait son reflet, il voyait non plus le héros de façade, mais l'homme qui avait voulu posséder une famille au lieu de l'aimer. David, lui, avançait. Il avait réorganisé son entreprise pour pouvoir travailler à distance. Il assistait aux présentations scolaires, préparait le goûter et lisait des histoires le soir. Avec Kesha, un nouvel équilibre se formait. Pas une reprise de relation, pas encore, mais une complicité libérée des chaînes du passé. Un dimanche après-midi, alors qu'il revenait du zoo, l'un des garçons demanda « Papa, qu'est-ce qui est arrivé à Brandon ?» David réfléchit, puis répondit avec calme « Il a fait de mauvais choix. Il a voulu garder quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais le mensonge finit toujours par se retourner contre celui qui le crée. » L'enfant hocha la tête avec une sagesse désarmante, puis passa à autre chose, comme les enfants le font si bien. 1 an plus tard, David organisa un pique-nique au même parc où il avait revu Kesha et les enfants pour la première fois. Cette fois, ce n'était pas un arrêt de bus, mais un espace décoré de guirlandes, des nappes colorées, des gâteaux faits maison. Les enfants couraient, jouaient, riaient. Rebecca fit un toast à David Chen, qui a prouvé que la meilleure vengeance n'est pas de détruire l'autre, mais de construire quelque chose de si beau que les mensonges deviennent insignifiants face à la vérité. David sourit, car oui, la vérité avait gagné, pas avec des cris, ni avec des armes, mais avec la patience, la stratégie et surtout, l'amour. 6 mois après le pique-nique familial, David reçut un message. C'était une lettre, manuscrite,
L'écriture, droite mais tremblante, ne laissait aucun doute sur l'auteur. Brandon Mitchell. Il n'y avait pas de menace, pas d'excuses spectaculaires, juste quelques lignes. Je n'ai pas demandé pardon, parce que je ne sais pas si je le mérite. Je voulais seulement dire que j'ai compris. J'ai voulu m'approprier ce que je ne pouvais pas créer. J'ai construit un monde pour cacher mes insécurités. Et ce monde a explosé. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je suis en train d'apprendre à vivre avec la vérité, même si elle fait mal. David resta longtemps figé devant la lettre. Pas de haine, pas de triomphe. Juste une paix inattendue. Il ne répondit pas, mais il garda la lettre. Pas comme un trophée, comme un rappel silencieux de ce que les mensonges peuvent coûter, même à ceux qui les croient nécessaires. Un matin d'automne, alors que le soleil filtrait doucement à travers les rideaux, David aida son fils cadet à mettre ses chaussures. « Tu viens à l'école aujourd'hui, papa ?»« Oui, mon grand. Et j'apporte même les muffins aux myrtilles. » Kesha ride depuis la cuisine, une spatule à la main. La scène était simple, ordinaire, mais pour David, elle avait plus de valeur que tous les conseils d'administration du monde. Quelques semaines plus tard, il fut invité à une conférence sur la parentalité et la vérité familiale. Il monta sur scène, devant une salle comble, et dit simplement « On m'a volé 5 ans, et j'ai failli les laisser partir. Mais je les ai récupérés, pas par la colère, pas par la vengeance, mais par la patience, la vérité et l'amour. Ce n'est pas en devenant le monstre qu'on vous a imposé qu'on gagne. C'est en redevenant entier, envers soi-même, envers ses enfants, envers ce qui est juste. » L'auditoire se leva, longuement, mais David, lui, n'avait besoin que de 3 regards dans la foule, 3 paires d'yeux verts, assis à la première rangée, et un sourire de femme fatiguée mais libre. C'était ça, sa vraie victoire. Pas la chute de Brandon, mais la reconstruction de ce qu'on avait voulu lui enlever. Il a suffi d'un homme brisé, d'un père ignoré, pour défier une famille influente, une machine judiciaire, et des années de mensonges. David Chen n'a pas cherché à se venger par la violence. Il a choisi la patience, la vérité, l'amour. Et c'est ainsi qu'il a transformé une tragédie en renaissance. Parce qu'au fond, les véritables puissants ne sont pas ceux qui contrôlent les autres, mais ceux qui savent se relever sans devenir les monstres qu'ils ont affrontés. Tu as aimé cette histoire? Tu as été touché par cette quête de vérité et de justice? Dis-le nous en commentaire. Partage ce récit autour de toi et abonne-toi pour d'autres histoires vraies ou inspirées de faits réels, qui prouvent qu'aucun mensonge ne résiste à un cœur sincère. Retrouve d'autres récits aussi poignants sur notre chaîne YouTube. Et si tu veux lire, écouter ou vivre d'autres histoires bouleversantes et puissantes, abonne-toi ici.